Merci, camarades, secrétaire adjoint, camarades SNT, camarades présents de la Ligue des femmes, merci d'être là. Chers amis de la presse, chers amis qui nous écoutez, qui nous suivez de loin, merci d'avoir répondu à notre invitation tardive, ils en sont conscients. Et nous voulons donc vous présenter nos excuses pour les détaillements que cette invitation tardive a pu nous provoquer. Il y a eu une rupture momentanée de notre rendez-vous. Le parti est engagé sur plusieurs chantiers qui fait que nous avons beaucoup de diligences en même temps. Nous avons nos militants qui sont en prison pour lesquels le parti ne cesse, le parti avait attaqué le président du parti, le président de Gbagbo ne cesse d'œuvrer pour obtenir leur libération. Nous avons la fête de la Renaissance à préparer pour le mois de mai. Nous avons également l'événement majeur de tout ça, qui est le congrès ordinaire du PPACI, qui est prévu également pour le mois de mai. L'un mis dans l'autre, nous sommes suffisamment pris et peut-être à justifier un peu cette petite introduction, mais nous avons été très souvent interpellés. La première fois que vous allez à la sortie de l'église, il a m'appelé, monsieur, vous parlez plus ou quoi? Je ne vois pas bien de quoi il parlait. Mais je dis là, vous n'entend plus. Je dis non, absolument, on va venir. Le parti est un peu suivi, donc on va venir. Et aujourd'hui, nous l'avons appelé, merci beaucoup gouvernement député, merci d'être venu. Nous l'avons invité pour exposer sur deux drames qui vivent les populations ivoiriennes sous la gouvernance de la République. Après avoir donc fait des forcing pour conserver le pouvoir dans les conditions que nous savons, nous pensions qu'il serait gagné par un peu d'humanisme pour essayer au moins de séduire les populations qui allaient se racheter. Mais nous nous rendons compte que c'est un peu trop fort pour eux. Le mépris qu'ils ont pour la population ivoirienne est trop fort pour eux et ça leur fait perdre parfois le sens de la réalité des choses. Et les deux drames que nous vivons, les populations sont la crise énergétique, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, et le cynisme politique appliqué aux populations, aux paysans, aux producteurs de café et du cacao, notamment du cacao. Parce qu'il y a deux sujets sur lesquels je voudrais échanger avec vous, donner la position de parti et surtout interpeller le gouvernement pour toute solution réelle satisfaisante. On ne peut pas braquer le pouvoir de l'État et puis se comporter de cette façon avec les citoyens. Alors, nous avons préparé un dossier entier qui va être décliné en termes. Le dossier, nous l'avons appelé la gouvernance de l'ODI du RHDP. Ce dossier, nous le faisons aujourd'hui. Nous allons commencer avec la crise du cacao, des sujets dont je vais parler, et de l'énergie, de l'électricité. Dans 2 semaines précises, le dossier est déjà, ce sujet est déjà prêt, on va se rencontrer pour parler de l'école de la Côte d'Ivoire, qui est un vrai drame aussi. Parce que derrière les résultats, on affiche les résultats nous enseignent
sur les profondes divisions sociales que vit la Côte d'Ivoire. Donc, le jeudi prochain, j'espère que nous allons parler d'école. Et par la suite, nous parlerons des finances publiques, la gestion de la gouvernance des finances publiques. Donc, les thèmes d'aujourd'hui concernent donc la crise du cacao et la crise de l'électricité. C'est quoi un dollar? C'est une notion juridique attachée très souvent au contrat, au droit du contrat, le dollar, et tout est enjeu que quelqu'un entre-temps pour tromper l'autre afin d'obtenir de lui un consentement dans une convention, dans un contrat. Oui, ça c'est le terme qu'on emploie de façon générique dans l'expression du droit, dans l'expression juridique, parce que comment on définit le droit. Mais en politique, il y a aussi du dollar. Le dollar, il y a beaucoup de dollars. Le dollar, en politique, c'est d'envoyer, de vouloir amener les populations, les peuples, à un contrat, à une convention, à un contrat social, en lui vendant du faux. En lui vendant du faux. Et à ce niveau-là, il faut faire la part des choses entre le dollar et l'habilité politique. L'habilité politique permet à un homme politique de sortir d'une mauvaise passe par son génie. Et ça, aujourd'hui, tout le monde le connaît. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas trouver meilleur habit politique que le président de l'Empire. Ça, on le connaît. Mais le dollar, c'est une structuration de la tromperie. Il devient l'ADN même du gouvernement qui le pratique. Il est la caractéristique ontologique du gouvernement qui pratique le dollar. Il devient systématique, c'est-à-dire le système se distingue et s'identifie par des manœuvres politiques. Et c'est ce qui se passe avec la gouvernement qui est la Guinée. Ontologiquement, dans leur nature, ils sont adeptes du dollar politique. Et nous allons l'expliquer dans les deux sujets que nous avons. Alors, je vous ai dit les premiers termes d'aujourd'hui portent la première partie de notre documentation, de notre dossier porte sur les flux énergétiques et cacaoyers. Alors, la crise énergétique. Le gouvernement en parle d'initiative pour régler un problème structurel. Quels sont ces problèmes pour la crise énergétique? Avant d'écouter les causes, il faut que nous puissions quand même rappeler ce que les populations vivent. Vous êtes chez vous à la maison, soit vous regardez la télévision, ou vous êtes couché, votre ventilateur tourne sur vous pour vous donner un peu de fraîcheur, et puis quoi? Il n'y a plus de lumière. On ne vous l'a pas dit quand ils vont couper, ils ne vous disent pas combien ça va durer, et puis ça vient à des moments où c'est même à la longue dont ils ont pitié des populations. Parce que quand tu trouves le courant à 2 h du matin, à quelqu'un, quelle solution tu veux qu'il fasse? Quelle solution tu lui proposes? Il n'est pas réactif. On vous propose. Et c'est systématique. C'est systématique. Et nous avons voir les conséquences de ce délestage organisé sur la vie des populations, du point de vue social, économique. Alors, dans la réalité, nos recherches sur la question nous l'ont permis. Et je voudrais saluer ici les techniciens de notre parti. Le parti où beaucoup de personnes qui ont beaucoup de capacités de réflexion. Quand moi je vais parler ici, là, tout ne vient pas de moi, je peux dire la vérité.
l'honnêteté intellectuelle qu'il faut donner à celui-là qui dit le jeu. Moi, je ne fais que lire. Je mets ça dans mon français à moi, l'idée, la réflexion technique, je ne suis pas électricien, donc il ne faut pas me demander de vous parler de l'électricité ici. Mais, je vais saluer la vice-présidente chargée de l'énergie, qui a fait un travail remarquable sur cette question-là, et qui va donner des résultats que nous avons exploités et les traduits en langage politique. Souffrez que je ne vise pas partir avec son administration, si on dit de finir, bon, moi le faire. Donc, c'est pourquoi je. Voilà. Alors, ce que nous voyons, ce que nous vivons, relève d'une politique mal pensée, mal calculée et des victimes de la malgouvernance. Ce ne sont pas seulement des problèmes techniques, des problèmes structurels. Tout le monde sait, et le gouvernement en premier, parce qu'en novembre 2012, le gouvernement ivoirien, après d'être au pouvoir de la production que nous savons tous, le ministère donc des lignes de l'énergie et du pétrole, que nous sommes arrivés en ce temps, a convoqué un séminaire à la fin. Vous avez fait le diagnostic du secteur de l'énergie. Faire la prospective, faire des projections et envie de chercher des solutions à long terme. Et dans l'engagement du gouvernement, ces solutions devaient se faire au plus tard. Tout devait être réglé en termes de pour la question de l'énergie. On devait sortir des situations difficiles au plus tard en 2020. En 2020. Là, nous sommes en 2026. En 2020. Et ce séminaire a dit que la croissance de la demande énergétique augmente chaque année, de l'ordre de 7% chaque année. Ils ont fait des projections, ils ont rencontré des bailleurs de fonds, ils ont sollicité des financements pour que nous arrivions à corriger. Donc, ils savaient les problèmes. Ils ont cherché des financements, ils ont même arrêté les plans, comme vous verrez sur le site du gouvernement, du ministère des Mines, vous verrez l'énergie, vous verrez les plans, les différents plans énergétiques. Donc, ce qu'on ne comprend pas, comment avec un tel programme, cette année, le gouvernement dit qu'il a besoin d'urgence, il fait un plan d'urgence de 700 milliards. Il cherche 700 milliards d'urgence pour faire un plan d'urgence pour régler le problème de l'électricité. Il y a un problème. Quand je parle d'ordre, c'est ça. Il y a un problème quand même. On ne peut pas avoir identifié des problèmes, chercher les moyens depuis 2012 et dire qu'on règle les problèmes en 2020 et en 2026 dire ah j'ai une urgence, j'ai besoin de 700 milliards, j'ai fait des plans d'urgence rapides pour régler mon problème de l'électricité. C'est un problème. Les prêts, les anciens plans financés par les prêts ont-ils été réellement financés? Quels sont devenus ces prêts? Où est parti l'argent? On fait quoi avec? Parce qu'on ne peut pas avoir mobilisé de l'argent pour régler un problème en 2020 et en 2026 dire ah j'ai une urgence, il faut un plan d'urgence. C'est la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise planification, c'est la poudre qu'on jette aux yeux de la population, c'est l'or. Or, la crise, elle est profonde. Quand vous l'analysez, elle a tous les niveaux. Au niveau de la production, au niveau du transport, au niveau de même de la conservation, du transport, de la distribution, il y a des problèmes. Il y a des problèmes.
Au niveau de la production, par exemple, ils s'étaient engagés dans la recherche de financement de varier la source de production de l'énergie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le mix énergétique en Côte d'Ivoire, c'est le mix énergétique, le mix énergétique, c'est l'ensemble des sources de production qui produisent de l'énergie, est dominé en Côte d'Ivoire par les thermiques, c'est-à-dire 75% de gaz, combustion de gaz, et puis l'hydraulique autour de 25%. Ça, ils s'étaient engagés à corriger ça. Ils ont trouvé des financements. Aujourd'hui, rien n'a changé. Les proportions d'anciennes sont les mêmes proportions que nous le trouvons. Le mix est encore dominé par l'hydraulique et par le thermique. En conséquence, lorsqu'il y a des perturbations climatiques, et nous savons tous que la saison sèche commence à partir du mois de janvier, février, il ne pleut plus au nord. Donc, les cours d'eau n'ont plus de puissance nécessaire de faire tourner les turbines qui donnent l'énergie à partir de l'énergie. La conséquence, c'est que la chute de la production, la production chute de façon considérable. Et le gouvernement le sait. Le gouvernement le sait. En Côte d'Ivoire, personne ne peut dire c'est pas quand commence la saison sèche et quand c'est terminé. Et chaque année, à la même période, le problème se pose. Et chaque année, le problème se pose, il n'y a pas de solution. Ça, c'est au niveau de la production. Depuis qu'ils se sont engagés à faire varier le mix énergétique, c'est seulement en 2000, il y a 3 ans, même pas, il y a 2 ans, qu'ils ont ouvert une station photovoltaïque, une centrale photovoltaïque de 37 MW à Ouganda, financée par l'Union européenne, sur le propre de l'Union européenne pour financer cela, 49 milliards. Pour le moment, la situation est connue. Ils ont eu des financements pour corriger, ils n'ont jamais pu être capables de corriger et nous retrouvons dans la même situation. Au niveau du transport, ça aussi, le diagnostic relève que les moyens de transport, l'infrastructure de transport énergétique est vétuste. Et ils se sont engagés. Ils ont reçu de l'argent de lever. Malgré ça, nous continuons aujourd'hui ce circuit est saturé. Parfois, les instruments, les infrastructures sont financées, sont atteintes 120% des capacités d'exploitation. Donc, quand c'est comme ça, il faut qu'on fasse gaffe. Il ne faut pas. Donc, saturation des infrastructures de transport d'énergie. L'autre cause, c'est le manque de résonance. C'est-à-dire, ils n'ont pas de plan d'alternative. C'est-à-dire, on se dit, bon, écoute, on va faire, s'il y a la ligne, telle ligne de départ ne marche pas, on va trouver une ligne alternative pour ne pas que les coupures soient, s'allongent dans le temps. Ils n'ont pas cette solution-là. Donc, depuis ce qu'on leur a laissé, ils ont débrouillé un peu dessus, puis ils ont augmenté un peu, mais ils n'ont pas du tout changé fondamentalement la structure des transports énergétiques. Saturation de la structure énergétique, faiblesse de la production.
Alors, finalement, je pose beaucoup de questions. Si donc, le gouvernement sait que de telle période à telle période, il y a des élections, et cela dure depuis 2012, c'est-à-dire 14 ans après, on est dans ça. Ça veut dire que le gouvernement n'a pas d'initiative. Ils n'ont plus de solution. Ils n'ont plus de solution. Il ne faut pas qu'on se les cache. Ils n'ont plus de solution. C'est normal. C'est ce qu'on appelle l'usure du pouvoir. Vous arrivez au pouvoir avec des idées. Vous êtes des idées généreuses, mais vous avez un temps pour le faire. Au-delà, vous tombez dans la routine. Et la routine vous enlève la capacité d'imagination. Et voilà le gouvernement que nous avons avec la gouvernement de guerre. Manque d'initiative. Personne n'a la capacité intellectuelle de produire une valeur ajoutée sur son intellect de façon constante sur 20 ans. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi quand nous critiquons le troisième mandat, les quatrième mandats, ce n'est pas pour une personne. On a vu contre la personne de Président Ouattara. C'est que c'est naturellement vous arrivez à votre point de saturation intellectuelle et de réflexion et d'initiative. C'est normal. C'est normal. Et ça, il faut que les Ivoiriens le comprennent, que le gouvernement le comprenne. Ils ne sont plus capables d'apporter des solutions, ils sont en rupture définitive d'imagination. C'est normal. L'autre cause, c'est l'urbanisation dans notre droit. Abidjan fait 70% du besoin d'énergie, d'électricité en Côte d'Ivoire. 70% pour Abidjan. C'est-à-dire, Abidjan consomme 70% et les 30%, on nous les partage chez nous là-bas. Mais ce n'est pas possible. Quand nous parlons de multipolarisation du territoire national avec une décentralisation effective, c'est pas parce que nous voulons créer le monde. Parce que la décentralisation, ce n'est pas seulement, elle n'a pas seulement une portée administrative, elle a une portée économique énorme. On ne peut pas faire d'Abidjan le seul pôle à la fois économique, financier, politique, administratif, commercial, industriel, touristique. Mais nous, on ne fait pas à Kadira. Nous ne faisons pas à Kadira. Voilà le problème. Or, dans un tel système comme celui-ci, il est difficile d'alterner l'énergie, les énergies classiques avec les énergies renouvelables. Dans certains pays comme en France, vous trouvez des villes, c'est dit, le conseil régional dit, moi, telle ville, je photovoltaïque, et ainsi de suite. Mais, Abidjan, comment vous allez appeler? Quel est le plateau économique qui peut venir pour dire, bon, Katola, je veux aller à Kadira, à Dakar, ou à Ganoua, aller installer, investir dans l'énergie renouvelable, si même la consommation mensuelle de cette zone-là ne serait pas pour couvrir ses besoins d'exploitation du monde. Donc, l'urbanisation, telle qu'elle est artificielle. Merci de parler de chaque jour, toute la consommation mensuelle, c'est à peine 1 million. Il va le faire quoi? Il va le faire quoi? Décentralisons Abidjan. On ne peut pas rester à Abidjan. On étouffe à Abidjan et on étouffe de façon globale. On étouffe dans nos maisons, il n'y a pas de courant. On étouffe dans les rues. Et ça fait qu'à tout le monde est
Tu dis bonjour à quelqu'un, même il est fâché. Nous sommes fâchés. Donc, la crise énergétique, elle a aussi des origines administratives de gestion du territoire. C'est pourquoi l'exclusion du président Laurent Gbagbo de l'élection 2024 est un crime. Parce que la solution que le président pouvait proposer était claire. Il faut multipolariser le territoire national. Il faut spécialiser les hommes. Et à partir de là, vous pouvez concevoir une politique énergétique avec un mix qui prend en compte les énergies renouvelables. Donc, quelles sont les conséquences? La dernière fois, il y a un de mes tailleurs qui m'a dit que pendant la fête, la tabac de Ramadan, ses clients ont fait le frappe. Je dis, c'est facile à faire pas. À faire un tailleur ne restait pas en nous. Mais je ne pouvais pas parce que comment est-ce que franchement là-bas tous les jours. Les jeunes femmes là, elles veulent faire Ramadan, elles ont trouvé le bail des bazins pour faire Ramadan, ils ne peuvent pas courir. Il a tout de faire comment pour se cacher. Et c'est des cas comme ça. C'est pourquoi on ne peut pas faire une politique économique dans une vision seulement macroéconomique où on voit que les multinationales, les grandes sociétés. Non, l'économie c'est aussi les tailleurs qui fait son travail. C'est la dame qui fait le maquis, qui arrive à trouver convenablement. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sans énergie, comment on fonctionne? Donc, situation difficile pour les pays. Pour les ménages, là, on n'en parle pas. Je viens de vous le dire, vous êtes couché sur la maison, votre ventilateur s'arrête. Et maintenant, c'est pour ceux qui veulent la révéler. Voilà la réalité. Alors, quand on la conséquence, je l'ai dit, au niveau des ménages et même des industries, les coupures intempestives ont des conséquences sur l'appareil de production de l'appareil, que ce soit à la maison. Que quand ton appareil est gâté à la suite d'une coupure, il faut que ce soit pas en une période de délestage pour lui. C'est-à-dire que comme si le délestage était normal. Comme on a besoin de délestage, ça peut avant de se coucher, on dépend tous nos appareils, y compris nos ventilateurs, et puis comme ça, quand c'est gâté, voilà le cas. C'est vrai que les tests existent. Le test dit, oui, on peut servir dans l'arrêt. Mais le dispositif est tellement fermé. Vous imaginez quelqu'un qui est son frigo est gâté à Bobo? Il va prendre encore pour aller avoir le marée. Pour lui, mon frigo est gâté. On va dire non. Est-ce que tu ne savais pas qu'il y avait pour couper le courant? C'est ça, je laissé programmer. Donc, ce n'est pas ta faute, on va te parler. Imaginez le tailleur de Aliboka, le tailleur de Pakotou, par exemple. Je m'en dis pas beaucoup. Ta machine est gâtée. On dit qu'il faut que tu vas la râler. Lui, il a son transport pour venir à ici. Il ne peut pas. Il s'assoit et puis il vient à la maison de ses enfants. C'est tout ça que j'appelle les trucs du bord. On trompe les populations. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, la communication a été mise. Eux, ils communiquent après coup. Ils communiquent après coup. C'est-à-dire, ils ont fini de couper le courant.
Ça dure déjà une semaine. Et puis vous voyez un message, la CE s'excuse, il y a des travaux, la CE s'excuse. C'est-à-dire qu'ils ne vous préviennent pas. Ils ne vous disent pas, on va faire, il y aura tel problème, le temps que ça va durer. Non, vous êtes là, et quand une semaine après, moi j'ai vécu ça, dans mon quartier, tout fait le d'accord. On était déjà 2 semaines de carrière, quand on a compris un message de CE, on a eu comme ça, voilà. Et puis c'est trop gentil. Info CI. C'est pas CI. CI. Ouais, c'est CI. CIE, chers clients, les travaux de rétablissement se poursuivent à Saint-Nazaire. Daté pour que quand on ne sait pas. On lui dit seulement que les gens sont. La CIE vous invite, vous présente ses excuses et vous notifiera la reprise de la fourniture de l'électricité. Les gars, on ne sait pas. CIE Info, chers clients, les travaux de rétablissement se poursuivent à la rivière Palmeraie. La CIE vous présentera ses excuses, vous présente ses excuses et vous notifiera de la reprise de la fourniture de l'électricité. On est encore dedans. Depuis ça fait déjà 10 jours, on est encore dedans. On ne sait pas quand ça commence, quand ça va finir. Ça, c'est pas finir. Est-ce que ça, c'est pas du mépris de la population? Ils disent qu'ils vont faire des annonces, ils ont besoin de 700 milliards. Bon, je rappelle, je vous l'ai déjà dit pour relancer pour dire, mais je vous l'ai déjà dit. On a déjà entendu ça. En 2012, c'était plus que ça. En 2012, vous avez identifié, c'était 5 000 milliards que vous avez besoin pour dire de l'électricité dans leur programme. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais comme toujours, ils croient que les Ivoiriens sont tellement. Je ne vais pas apprendre ce terme-là. Simple d'esprit que lorsqu'il y a une situation, ils font toujours une annonce. Ok, on va dans tout une annonce mirobolante. On va faire sortir 700 milliards pour corriger. Ah, vraiment le travail. 3 ans encore, ils vont venir dire le même montant. Voilà comment il faut faire. Donc, il dit cherche 700 milliards pour corriger et il a fait la mesure d'urgence. Quelle mesure d'urgence pour une situation que vous avez déjà identifiée et dont vous avez déjà des financements? J'ai tous les chiffres, hein, mais en fait, on ne va pas vous donner pour vous trouver. Mais bien, on nous dit que j'ai fait 5 000 milliards. Et ils vont identifier les contributeurs. Donc, en conclusion, sur cette crise-là, c'est une crise prévisible, elle est voulue, parce qu'ils ont plus d'initiatives, elle concerne à la fois la production, elle concerne à la fois le transport, elle concerne à la fois la distribution, et puis elle est fondée sur une communication méprisante. Elle est, en fait, de façon globale, le gouvernement n'a aucune solution. Le gouvernement n'a aucune solution. Peut-être qu'on va faire comme au Nigeria, parce que quand on est au Nigeria, nous marchons partout, il y a beaucoup de choses pour faire peu par son camarade, c'est là, ça nous le dit, quoi. La crise du cacao, ça, c'est le cynisme politique. La crise du cacao, du cynisme politique qui a été. Les populations disent on nous a trop volé. Ça, j'ai vu ça sur les personnes, je l'ai trouvé sur un de nos sociaux. C'est eux qui les cherché après. On nous a trop volé, on nous a trop trompé. Cette phrase, elle est attribuée en lieu trompé là. On nous a trop volé. Cette phrase est attribuée au président Félix Houphouët-Boigny, qui en 1944, lorsqu'il devait quitter
le syndicat agricole Côte d'Ivoire, archi-tourné par les Blancs, pour créer le syndicat agricole africain, le syndicat agricole africain Côte d'Ivoire, ça assis, il a dit, on nous a proposé. Il avait raison. Parce qu'on était dans une période où le kilogramme de café du blanc, du colon, était vendu à 2 francs ou bien à 5 francs, et celui de l'Africain, on l'achetait à la moitié du prix. Même produit là. Et quand on a besoin non, que les Africains n'étaient pas en train de faire et le nom qui était un porteur, avec ses camarades des Daquier, et ainsi de suite, ont décidé, ils étaient les grands producteurs, ont décidé de quitter le syndicat agricole Côte d'Ivoire et créer le syndicat agricole africain Côte d'Ivoire. Et l'expression de propagande, en fait, de lancer le mouvement, c'était on nous l'a proposé. Ironie de l'histoire, nous sommes en 2026, ça fait 82 ans, et c'est ceux qui se réclament du fruit qui volent les produits. Il n'y a pas de cette avec un cynisme consommé, quoi. Avec un cynisme consommé. Mais comment ne pas croire aux paysans quand ils disent qu'on doit apprendre quand on observe comment la crise actuelle du cacao est venue? Pour comprendre donc, le degré de cynisme du RHDP dans la gestion de la crise du cacao, il faut interroger les faits marquants de cette crise. Ces faits sont la fixation d'un prix d'achat qui relève du marketing politique, qui était du marketing politique, l'annonce non suivie des faits de l'enlèvement du stock de cacao résiduel de décembre à janvier, l'anticipation de la petite campagne avec effet rétroactif, même s'ils n'ont pas mis dans la réalité, je ne sais pas, sur la production de la principale campagne. Ce sont des choses que nous avons vécues, nous avons analysé ensemble. La fixation du prix d'achat aux amis du marketing. Tout à l'heure, je vais vous donner l'évolution des cours mondiaux du cacao depuis février 2025. Depuis 2025, il y a une chute régulière des cours internationaux. Donc le gouvernement savait. Au point qu'en octobre 2025, le cacao se négociait à Londres et à New York au prix de 2900 francs. C'est dans ce contexte-là que le gouvernement a dit, moi, je vais payer mes paysans à 2800 francs. Donc, en connaissance de cause, ça ne l'a pas surpris. J'ai dit qu'en octobre 2000, les chiffres sont là, en octobre 2025, le coût du cacao était de 2000, le coût du kilogramme à Londres était de 2980 francs. Le gouvernement ivoirien, et vous savez pourquoi. Quand c'est dans le contexte du braquage électoral, il fallait donner des gages. Le gouvernement ivoirien dit, nous on va l'acheter à 2800 francs. On est capable. Parfait. Mais dès que la campagne commence, les exportations disent non, nous on ne peut pas acheter ce cacao à ce prix-là. On ne peut pas acheter à ce prix. Et le PPAC a fait une déclaration dans le mois de février, vous vous rappelez, pour stigmatiser cette situation.
Voici donc les camions de fer de cacao qui arrivent, qui sont refoulés dans les ports. Le conseil Café Cacao refuse de faire sortir les collections. Et puis voilà, les populations se retrouvent, les paysans, avec des bouts de papier, comme le président Babou l'a bien dit la dernière fois à maman. On achète son cacao et puis on donne un bout de papier. La situation est bloquée. Et alors, il se pose, il s'installe entre les planteurs, les coopératives et le gouvernement, une querelle de chiffres. Les planteurs disent, en fin janvier, nous avons encore 700 000 tonnes de cacao qui n'ont pas été enlevées. Voilà la raison de la crise. On fixe un prix, sachant pertinemment qu'on ne peut pas le tenir, on le fixe pour des raisons politiques, sachant qu'on ne pourra pas respecter nos paroles, mais comme au RHDP, la parole n'a pas de sens, on s'en fout et on crée une situation très difficile. C'est dramatique. Bien dramatique. Fixation et puis vous avez du marketing. Mais les paysans se sont dit, les planteurs, c'est parfait. Comme depuis 2023, le différentiel entre les cours internationaux et ce que vous payez ici, il est tellement élevé, certainement vous avez constitué une réserve suffisante pour gérer, stabiliser les coûts. Parce que le système adopté en Côte d'Ivoire repose sur deux principes. La vente à terme et la stabilisation du prix. Il faut comprendre ces deux éléments. La vente à terme, c'est-à-dire quoi? Ce qu'on appelle manger le blé en l'air. C'est-à-dire, avant que la production n'arrive à maturation, sur la base des chiffres et des prix de l'année précédente, le cacao que la Côte d'Ivoire vend négocie déjà des ventes sur la base d'un certain nombre de facteurs, notamment le point le plus important, c'est le prix de référence de l'année de négociation. Qui peut ne pas être plus réel. Qui peut ne pas être plus réel. Donc, en 2025, la campagne la Côte d'Ivoire a déjà vendu 85% de sa production au niveau international. Avec déjà 85% de sa production. Sur la base, donc, de tout. Tous les paysans se disent, bon, mais au moment où vous étiez en train de voir ce prix-là, il y a pas été intéressant. Donc, nous, là, on n'a pas de problème, vous avez déjà considéré suffisamment de l'hiver. Je rappelle qu'en 2024, le cacao est négocié à 12 900 francs la tonne à New York.